Regard croisé, deuxième partie, mais on va parler toujours du premier thème. J'étais avec vous, Adam Adjronou. On parle bien sûr de l'unicité des forces pour pouvoir bouter. Oh, bouter vraiment? Non, pas. Non, prévenir. Diminuer un peu les non, mais arrête. Je disais Normal. donc que des mesures analogues soient prises comme de l'autre côté, naturellement, le Bénin qui a pris ces mesures-là de prévention que nous ne constatons pas chez nous. L'autre aspect qu'il faut aussi ajouter, c'est que chez nous, le centre d'épidémiologie qu'on nous avons au niveau du CHU campus est unique. Or, aujourd'hui, je pense que lorsque vous prenez les flux migratoires, il y en a aussi dans le septentrion. Vous savez, 5AC est une fenêtre d'entrée quand même au Togo. Il faudrait quand même que le gouvernement aussi prenne des mesures pour avoir, ne serait-ce que, disons, un centre aussi d'épidémiologie et de mise en quarantaine des patients si cela advenait naturellement au niveau du septentrion. Et pourquoi pas les multiplier aussi sur l'étendue du territoire pour réellement rassurer la population. En fait, ce qui se passe, c'est la psychose réellement que cette maladie qui permet à la population de se dire est-ce que réellement le gouvernement prend la mesure de la chose. Donc pour ça, je pense qu'il faudrait quand même prendre ces mesures-là, ne serait que des mesures dissuasives qui puissent permettre quand même, lorsque cela va advenir, qu'on puisse quand même rassurer la population que le gouvernement est quand même à la hauteur de la tâche qui est donc cette pandémie-là. Ibrahim Atia, le président sénégalais, parle d'union des forces. Il faut être ensemble pour pouvoir arriver à bout à ce virus-là qui décime des gens, des populations celles-là. Comment ça va être fait concrètement? Il faut le faire en rang éparse ou... Non, le problème c'est quoi? C'est qu'en Afrique, quand on parle d'unir nos forces, de conjuguer les efforts pour pouvoir enrayer un mal, ça se termine toujours par des ateliers, des conférences et autres. Oui. C'est ça le drame en Afrique. Mais il n'y a pas de mesures assez concrètes. On dira que le renforcement des capacités des acteurs qui vont aller sur le terrain. Il faut un sommet pour ça. Finalement, vous savez, le mal dans ça, c'est que tout récemment, avant de rentrer au studio, j'apprenais même qu'il y a une conférence sur le coronavirus qui a été annulée pour cause de coronavirus. Vous comprenez? C'est où ça? Ah oui, c'est en Occident que ça doit se tenir. Donc ça voudrait dire que la menace est très grande. Ça fait pas rire, mais... Non, c'est sérieux. Non, même au niveau des Nations Unies, oui. Il y a des sessions qui sont recommandées en téléconférence. Ah oui, téléconférence. Donc on a dit tout le monde se branche et puis on se parle. Ce n'est pas nécessaire de se parler présentement. Et vous avez écouté le discours d'Emmanuel Macron hier. On va permettre à Ibrahim de... D'accord. Donc par rapport au cas sénégalais, à ce qu'a dit le président sénégalais, je pense que les mesures doivent être faites de manière à ce qu'il n'y ait pas ce que nous appelons la mise en quarantaine d'un pays ou bien de la méfiance, comme le disait Adam, vis-à-vis d'un pays où les cas de contamination sont assez élevés. Donc il va falloir d'abord aller vers le partage des informations et aller aussi vers le partage des expériences, parce que quand vous prenez le Sénégal avec l'Institut Pasteur qui est là-bas et qui est qualifié, habilité sur le plan continent en matière d'analyse biologique et d'expertise médicale en matière de ces épidémies et autres là, je pense que le Sénégal aussi peut, à travers cet institut, appuyer d'autres structures au niveau des pays. Quand je prends notre institut d'hygiène ici, notre institut d'hygiène a besoin de l'expertise de l'Institut Pasteur du Sénégal qui va l'appuyer en matière de détection de cette maladie. Du partenariat? Non, je parle du partenariat, bien évidemment. C'est le sinon, partenariat. on a quand même des experts. Je n'en discute pas, mais c'est que quand vous prenez l'Institut Pasteur du Sénégal, c'est un institut vraiment reconnu en Afrique. Et même il y a des cas qui se passent dans certains pays, ils sont obligés de prendre même les échantillons et envoyer là-bas pour que les analyses encore plus poussées, voilà, les analyses encore plus poussées se fassent là-bas. Donc, il y a aussi cette collaboration, ce partenariat-là qui doit être noué entre en tout cas ces centres d'analyse et autres là, au niveau des pays, et surtout au niveau des chefs d'État, qui est au niveau de la CEDEAO un mécanisme pour pouvoir voir de riposte. Et sur la veille sanitaire aussi doit être renforcée. Et en dehors de ça, qu'on n'en parle pas aujourd'hui vraiment, la poliomyélite et autres dans le temps, mais avec le coronavirus, on sent qu'il n'y a pas vraiment d'engouement. Non, en principe, il doit y avoir un travail de concertation au niveau de la sous-région. Quand je prends le cas de Ebola, vous avez vu, le chef de l'État même était togolais, était le coordonnateur de la riposte.
contre Ebola. Et vous avez vu le travail qu'il a fait. C'est vrai qu'il n'aime pas trop les médias, mais il y a eu un travail qui a été fait sur le terrain et il s'est déplacé. Il est allé en Sierra Leone, il est allé au Libéria, il est allé même en Guinée et Conakry pour s'assurer de l'évolution, en tout cas de la riposte qui a été instituée au niveau de la CEDEAO. Donc au niveau de la CEDEAO, je pense que ce que dit Macky Sall, ça doit interpeller le président de la commission de la CEDEAO pour voir dans quelle mesure on peut mettre en place une commission de riposte et aussi, s'il y a, puisque les pays africains ont cette habitude de tendre la main vers l'Occident, s'il y a possibilité de demander de l'aide pour pouvoir appuyer les instituts qui s'occupent de la recherche et qui s'occupent des analyses en matière de réactifs ou bien en matière de gants et tout ce que nous avons comme arsenal pour pouvoir prévenir cette maladie, je pense que ce sera la bienvenue et ceci doit se faire de façon coordonnée. Sinon, si chaque pays doit adresser sa demande au niveau de l'OMS ou au niveau de l'Union européenne ou bien quelque chose comme ça, je pense que ça serait un peu... Le coût financier sera encore plus élevé. Mais quand il y a une coordination au niveau de la CEDEAO autour de ce virus, je pense que le travail se fera avec plus d'efficacité. Et ensuite aussi, c'est que les résultats seront probants. Et au niveau des frontières, parce que ça aussi sont les portes d'entrée de ces maladies, il y aura un contrôle de chaque côté du cordon douanier, de manière à ce que la maladie ne se propage pas trop. Mais si, comme le disait Adam tout de suite, du côté du Bénin, quand vous allez à la frontière, il a dit, les douaniers béninois sont bien équipés, ceux qui s'occupent de l'immigration, ils ont aussi l'arsenal qu'il faut. Mais du côté du Togo, on sent une certaine nonchalance. Vous comprenez que c'est grave comme information. Je reviens sur la même question avec vous. Vous savez, quand vous prenez par exemple la France, le président Emmanuel Macron a eu à s'adresser aux Français et à parler de la maladie. Et il y a des mesures qui ont été prises, comme par exemple l'appui aux sociétés qui éventuellement pourront fermer leurs portes ou du moins demander à leurs employés de rester à la maison. L'État s'est engagé à aider toutes les sociétés pour que les sociétés ne coulent pas. Les enfants ne vont plus à l'école à partir de lundi prochain pour un temps parce que les crèches, les jardins, les écoles seront fermés. Et quand vous prenez un pays comme l'Italie, il est même interdit certains regroupements, certaines sorties. Et nous avons eu les témoignages des Africains étudiants en Chine. Ils sont presque confinés dans leur chambre et ils envoient de la nourriture, ils commandent de la nourriture par Internet et c'est le gardien qui vient livrer au numéro des chambres. C'est dire que c'est quand même une menace sérieuse et les pays africains ne peuvent pas blaguer avec. Au Togo, lorsque le Premier ministre Kwasi Klassou Selom a fait sa sortie pour parler de la maladie, certains l'avaient critiqué parce qu'on disait que le ministre de la Santé pouvait s'en occuper. Mais si vous voyez un pays comme la France où c'est le président Macron lui-même qui vient parler des mesures à prendre pour freiner un peu le mal, vous savez que c'est quand même un fléau qui touche. Bon, peut-être que les Togolais avaient voulu entendre parler le chef de l'État même. Non, c'est ce que les gens avaient oublié. Oui, mais le nécessaire, ce n'est pas que le gouvernement fasse un peu du show médiatique, mais le nécessaire, c'est que des actions concrètes soient menées sur le terrain. Il y a quand même des numéros verts et autres qui ont été mis en place. Des numéros qui sonnent des fois et c'est rarement que quelqu'un décroche. Aujourd'hui, on sent que avec les publications sur les réseaux sociaux tendant à mettre en doute la découverte d'un cas au Togo, le gouvernement s'est replié un peu sur lui-même, alors que ça ne devrait pas être le cas. Gouverner, c'est prévoir. Alors, on s'en fout que les gens vous critiquent ou que les gens vous insultent, mais vous devez effectivement mener des actions pour lutter efficacement contre le mal, pour que cela ne nous envahisse pas d'abord, avant qu'on ne dise, mais quelle solution il faut trouver. Aujourd'hui, il est très important, comme le Bénin l'a fait, qu'au niveau local, que dans chaque préfecture, qu'il y ait des mesures, qu'il y ait effectivement un local qui soit abrité et équipé pour pouvoir entre-temps
accueillir des personnes qui seraient touchées. Et il faut suivre nos frontières, les frontières au niveau aérien, au niveau terrestre, au niveau maritime. Et vous savez que nous avons quand même plusieurs pays qui nous entourent où effectivement il y a un flux de touristes, de voyageurs. Donc si nous ne prenons pas les mesures à temps, ce serait trop tard. Et il est très important que aujourd'hui dans les écoles, que les enseignants puissent être outillés sur comment faire pour éviter le mal. Parce que s'il n'y a pas de sensibilisation... On a vu à l'université avec le professeur Kokoroko... Bien sûr, c'est une action à saluer. Et j'attends que dans les jours à venir, d'autres mesures soient prises pour que la population soit effectivement informée sur comment éviter le mal. Parce qu'avec les infos sur les réseaux sociaux, les gens pensent que bon, le mal n'est pas encore arrivé au Togo, donc on peut faire n'importe quoi. Non, c'est faux. Le mal est déjà là, il faut s'en prévenir. Et le moins le plus sûr aujourd'hui, c'est de l'éviter. Parce que vous savez que nous, en Afrique, c'est pas facilement qu'on arrive à guérir certaines maladies, surtout quand il s'agit des épidémies, on parle maintenant de la pandémie aussi. Donc aujourd'hui, le plus important, c'est que le gouvernement ne lâche pas, le gouvernement ne baisse pas les bras et que le travail soit fait et que toutes les forces soient effectivement mises ensemble pour pouvoir endiguer le mal et surtout arrêter ce fléau avant qu'il ne soit trop tard. Si les Français commencent par crier, si les Italiens arrêtent même le football, si les Américains essayent de suspendre des compétitions, il faut dire que c'est vraiment important et on ne doit pas blaguer avec le coronavirus. Oui. Je vais finalement dire quelques mots avec ce thème. Ce que moi j'aimerais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez ces actions un peu disparates de chaque côté. Je pense que pour une lutte véritablement efficace, il faudrait qu'on ait eu des actions d'unicité, des actions collégiales qui puissent donc permettre à chaque... Parce que lorsque vous allez pas, nous prenons la station d'essence, vous allez pas en Total a prévu des moyens, vous voyez les pompiers, ces consciences sont vraiment protégés. Mais dessus, vous allez dans les autres stations, il n'y en a pas. Donc, vous voyez, c'est pourquoi moi j'estime que ces actions disparates de l'université de Lomé, voilà, Total, c'est conscient. Il faudrait quand même que le gouvernement ait une ligne d'action unitaire qui puisse permettre à chaque service qui est en contact avec la population d'avoir une ligne de conduite unique et uniforme pour permettre véritablement qu'il y ait une efficacité dans la prévention. Il faut que le comité de crise qui est présidé par le chef de l'État en personne fonctionne réellement et que des actions soient palpables sur le terrain. On va passer au thème suivant, le deuxième thème. On va parler de la Côte d'Ivoire. Mamadou Koulibaly, désigné pour succéder à Alassane Ouattara. On a écouté le président actuel, c'est pas encore ancien, l'actuel président de la Côte d'Ivoire qui s'est prononcé. Et la semaine dernière, en disant qu'il ne va plus se présenter aux élections qui arrivent. Et du coup, il a choisi son dauphin. Ibrahim Atia, c'est un bon signe pour la paix. Bon, pour la paix en Côte d'Ivoire, oui, c'est un bon signe parce que Alassane Dramane Ouattara, en tout cas, il ne rassurait pas ses compatriotes parce que il démontrait quelques velléités de vouloir s'éterniser au pouvoir, de vouloir forcer un troisième mandat qui, à mon sens, était un mandat de trop et un mandat qui ne correspondait pas à la posture de la personnalité, parce que Ouattara, c'est pas n'importe qui, c'est un haut cadre, c'est une grande personnalité du pays, c'est un démocrate, puisque lui-même il s'identifie comme étant un démocrate, et donc un démocrate qui va vouloir passer outre les lois de son pays pour forcer un troisième mandat. Je pense que ce n'était pas élégant de sa part. Donc aujourd'hui, qu'il dit clairement qu'il ne va pas se présenter à la présidentielle d'octobre prochain, je pense qu'il a libéré le terrain politique et maintenant les gens vont vraiment se mettre à l'œuvre et tous ceux qui nourrissent des ambitions de pouvoir gouverner la Côte d'Ivoire vont se mettre en branle et éventuellement, lorsqu'il y aura les élections, ils vont présenter leur candidature pour se faire élire. Bon, maintenant, en disant en même temps qu'il ne va pas se présenter, il a choisi son dauphin.
vous comprenez que c'est la continuité du pouvoir qui est en train d'être mise en exergue comme ça. Mais il n'est pas encore élu. Un instant. Je dis c'est la continuité qui est en train d'être mise en exergue comme ça. Parce que quand il dit je ne vais pas, mais voilà, mon dauphin c'est celui-ci qui va me remplacer. Et connaissant les présidents africains avec leur velléité de frauder les élections, on se comprend aisément que c'est le chemin de la continuité qui est en train d'être balisé. Et Ouattara, moi personnellement, le commentaire que j'ai eu à faire lorsqu'il a déclaré qu'il ne va plus être candidat, moi j'ai dit que c'est un non-événement, parce que c'est en Côte d'Ivoire qu'on a pris ça comme si c'était vraiment une information assez capitale. Un président qui a fait les 2 mandats, et la constitution en Afrique c'est quoi? Lorsque vous faites un mandat de 5 ans et vous avez la chance de faire encore un autre mandat, après les 2 mandats, vous partez. C'est ça le principe démocratique. Et quand quelqu'un dit qu'après les 2 ans, il part, il n'a pas, c'est pas un cadeau, c'est pas de l'aumône. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour lui, c'est pas un exploit aussi extraordinaire qu'il faut saluer. Et quand les gens s'égosillent, les gens jubilent, parce que Ouattara dit qu'il ne sera pas candidat, je me dis que la bienséance, les règles de la bienséance ont quitté les gens. Vous savez, le président Addo est un ancien des Nations Unies, mais aussi un très proche du vieux Houphouët-Boigny. Et il a appris beaucoup de choses dans la pratique du vieux Houphouët. Le vieux Houphouët, qui, tout comme le caméléon, avait beaucoup de tours encore dans son chapeau. Ouattara savait très bien qu'il n'irait pas aux élections, mais pour un autre mandat. Mais il a dit, si quelqu'un se présente, moi aussi je me présente. Et puis après, il y a son ami qui revient avec le vol qui va tourner un peu en l'air de la Côte d'Ivoire pour retourner encore ailleurs. Et après, on dit maintenant, comme d'une façon solennelle, comme, je ne sais pas, Eureka, voilà, je n'y vais pas. Alors que ça devrait être dans le cours normal des choses. Mais il faut reconnaître que les pays africains, nous avons effectivement de différents problèmes. Il y a des pays où c'est nécessaire de changer la constitution pour être effectivement dans le modèle démocratique. Mais il y a d'autres pays où ce n'est pas possible qu'on change la constitution parce que ça va faire reculer le pays en matière démocratique. Aujourd'hui, Ouattara a désigné celui qui va le remplacer. Et c'est clair que, vous savez, de toute façon, le pouvoir, c'est un virus. Et quand on arrive à ce fauteuil, on s'y accroche et on n'a pas envie de quitter à cause de beaucoup de choses. Un, des avantages, mais 2 aussi, des problèmes qu'on a créés. On ne sait pas quel lendemain sera réservé, effectivement, à son régime. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que quand vous êtes au pouvoir, surtout dans nos pays africains, il ne faudra pas croire que vous êtes le Dieu. Parce qu'il y a un autre jour après votre fauteuil et vous pouvez vivre comme les autres citoyens. Si vous causez beaucoup de gaffes, vous allez répondre après. Ce qui fait peur aux présidents africains qui s'accrochent au pouvoir, c'est on va me juger, on va juger mon régime, mes alliés, mes partenaires, mes amis vont perdre leurs avantages et peut-être que les gens vont vouloir me régler des comptes ou se venger. Alors aujourd'hui, il est très important qu'on rejoigne cette parole de Barack Obama. Nous avons besoin des institutions fortes et non des hommes politiques forts pour que notre pays, pour que notre continent, le continent africain, puisse avancer. Madame Adjibolo. Oui, moi, vous savez, lorsqu'on prend la question de la Constitution, nos législations aujourd'hui, après 50 ans, je pense qu'il y a de quoi quand même que les politiques puissent s'entendre pour quand même apporter un certain... Mais c'est la démarche souvent qui cause problème. Parce que moi, les grands politologues ont qualifié par exemple la modification ou la nouvelle loi au niveau de la Guinée comme étant l'une des plus rénovateurs en Afrique francophone. Mais quand même que cela soit ainsi, ce n'est pas que c'est... Les politiques, ils le savent très bien, mais lorsqu'on essaie toujours d'oublier vraiment l'intérêt général et qu'on puisse donc se pencher seulement sur la personnalité de Alpha Condé et pouvoir donc ne pas vouloir quand même qu'on puisse quand même rénover, arriver donc à mettre... Oui, mais il y a les articles clés de chaque constitution. Donc c'est un peu ça. Donc, nous l'avons dit tantôt, étant donné que nous avons vu, par exemple, l'effet dévastateur de coronavirus, on a constaté que nos législations n'ont pas pris, au moins des législations n'ont pas pris des dispositions pour quand même parer à ce mal-là. Donc, vous voyez, donc je pense qu'au fil de l'évolution, au fil de l'environnement dans lequel nous vivons, il faudrait quand même de temps à autre qu'on puisse quand même apporter des modifications à nos législations pour tenir le coup.
Et ça, on ne le fait pas encore. Mais maintenant, pour revenir maintenant à la question, vous savez, la Côte d'Ivoire, on l'a toujours dit, les ingrédients et les variables qui ont amené donc à la crise de 2011 étaient pratiquement visibles à un moment donné. Et aujourd'hui, je pense que Alassane Ouattara, d'abord, à un moment donné, avant même de faire passer cette constitution, il avait clairement dit, c'est ce qui a permis, d'ailleurs, même si l'opposition n'avait pas adhéré entièrement à cette démarche-là, mais ça a permis qu'on aille à l'apaisement pour faire passer cette loi-là. Mais il est revenu à la charge et puis a maintenu un peu le suspense. Et aujourd'hui, lorsqu'il a annoncé ouvertement, il faudrait qu'il aille vite, donc pouvoir démontrer à la face du monde que réellement il a pris un engagement solennel qui ne se représenterait plus. Donc voilà mon de fait. Et là, ça rassure plus ou moins. Nous sommes en politique, tout peut revenir, après tout passer jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça ne rassure pas en 100%. Mais aujourd'hui, ce qu'il a réellement fait, c'est qu'on constate, déjà il a mis Guillaume Soro avec qui il a gardé des relations un peu conflictuelles. Ces derniers moments, il est plus ou moins hors de course. On l'a constaté que lui-même aussi, il était aussi, disons, un verrou par rapport donc à cette crise-là. Parce que les mêmes acteurs qu'on a vus en 2011, qui ont continué par créer cette crise-là, les mêmes acteurs étaient là. Et lui-même aussi l'a encore dit, si les autres se présentaient à ces élections, lui aussi il ira. Donc vous voyez directement qu'on était dans un cercle infernal où on ne pouvait pas quand même se tirer d'affaire. Donc aujourd'hui, on constate que lui-même il est hors de course. Gon était avec lui depuis bientôt 30 ans. Non, pas de Gon, lui-même est acteur. C'est vrai que la personne partie du système. Oui, le système est là, mais les acteurs aussi, lorsqu'on change un peu les acteurs, ça apaise, ça adoucit un peu les mœurs et ça temporise un peu la tension. Donc par rapport à cela, il est arrivé aussi à contenir un peu Guillaume Soro qui pouvait être, disons, l'homme qui pouvait jouer au tout fait. Ouais. Parce que lui aussi réclamait quand même son gâteau. Parce que Guillaume Soro, Alassane Ouattara était sous l'homme de Guillaume Soro. Sans Guillaume Soro, Alassane Ouattara ne pouvait pas quand même arriver au pouvoir. Donc il faudrait quand même que vice versa. Non, il n'était pas sous l'homme, mais c'était des acolytes. Sans Ouattara aussi, Guillaume Soro n'allait pas avoir les moyens de sa politique. De sa politique pour quand même écarter Laurent Gbagbo finish. Donc disons qu'aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a quelques pans de ces sujets-là qui sont mis hors de jeu et qui peut plus ou moins permettre à ce qu'on dise que les lendemains seront plus ou moins meilleurs dans ce pays-là où on sentait réellement le mal venir. Ibrahim Acha, décider de partir, oui, mais pourquoi choisir soi-même son dauphin? C'est pourquoi je parlais de continuité. Il est en train de tirer les ficelles. On a parlé à l'Assemblée générale. Oui, en principe, ça... Est-ce que la personne de Gon fait l'unanimité au sein du parti? Oui, au sein de son parti, au RHDP, les voix qui sont levées, il y avait quand même des présidentiables qui étaient redoutables. Quand vous prenez Bakayoko, oui. Et il était parti comme si c'était le dauphin de Ouattara. Mais bon, si Bakayoko lui-même à un moment donné dit que celui qu'il faut, après le départ de Ouattara, c'est Gon Coulibaly. On comprend qu'il y a eu à un moment donné un travail, une diplomatie de couloir qui a été faite au sein du RHDP. Et à un moment donné, il y a eu quand même unanimité, il y a eu consensus sur la personne de Gon Coulibaly. Mais figurez-vous, Ouattara a lâché le morceau que nous tous nous attendions. Il dit: je vais quitter, mais je serai là, je vais vous appuyer en conseil, je vais mettre à disposition mes carnets d'adresse pour aider. C'est vrai, il dit la Côte d'Ivoire, mais indirectement, c'est Gon Coulibaly qui veut aider. Donc, tout ce que nous voyons en lui, c'est que, je ne veux pas être trop amer, mais dire qu'il va placer une marionnette là-bas, il serait dans l'antichambre en train de tirer sur le ficelle. Bon, de toutes les façons, c'est le parti. Je pense que c'est le parti. Et même s'il quitte la tête du parti, le parti est toujours là. Il faudrait quand même apporter l'expertise qu'il faut pour rendre toujours. Mais vous savez, dans la désignation des dauphins, en fait, c'est un couteau à double tranchant. Si le chef ne dit pas son mot, vous n'êtes pas sûr que vous avez son adhésion. Tout à fait. Et puis, en même temps aussi, si le chef impose, les autres se taisent parce qu'ils n'ont pas, pour le moment, le pouvoir. L'autre chose que je voudrais faire remarquer sur la vie de nos dirigeants, c'est que on a du mal à préparer un réel remplaçant. Donc, c'est quand on sent que, bon, vraiment, maintenant tout est fini, bon, ça ne sert plus à rien de s'y accrocher, qu'on cherche, maintenant, entre mes 3 fidèles, qui je peux prendre pour me remplacer.
En principe, si vous prenez le dauphin de M. Ouattara, il était resté sous son ombre pendant longtemps. Et bon, il était même obligé de se cacher. Au niveau médiatique, ce n'est pas tellement ça. Et c'est ce qu'on remarque dans plusieurs pays, où dans les partis au pouvoir, on a du mal à s'affirmer, on a peur de monter sa tête pour qu'on dise vous voulez faire un coup au chef. Et quand il y a des rencontres, des congrès et assemblées, personne n'ose dire j'aurais voulu être candidat à la succession de notre président fondateur ou de notre président bien-aimé. Mais aujourd'hui, le problème c'est quoi? Vous ne pouvez pas rester au pouvoir pendant 50 ans, quel que soit le cas. Donc il faut préparer la relève. Et c'est important que dès que vous accédez à ce fauteuil, que vous pensiez en même temps à 2 ou 3 personnes qui pourraient éventuellement vous remplacer. Et en principe, même si c'est consommé, il faudrait quand même que ça ait l'allure démocratique, qu'on dise par exemple c'est une élection, qu'on a essayé de faire des primaires pour dégager effectivement celui-là qui va porter notre flambeau. Mais si c'est désigné de toute façon, bon, au cours d'une réunion quand même où il y avait les autres, mais qui osent quand même affronter le chef en face pour lui dire je ne suis pas d'accord sur ton choix. Non, c'est pas possible pour le moment. Donc aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que nous comprenions que le pays va rester, même si nous mourions, même si nous partions, le pays va rester. Donc, il faudrait que la relève soit déjà préparée et que notre pays puisse avancer. C'est ça le plus important pour l'Afrique. Oui. Non, juste un mot pour dire que par rapport à Gon Coulibaly, vous avez vu, il y a eu un travail qui a été fait en amont et ça a été fait de façon insidieuse par Ouattara. C'est que le monsieur a été préparé en tant que dauphin. Il est d'abord son premier ministre et vous avez vu le travail qui a été fait autour de la chose, parce que quand vous suivez un peu les dernières informations au niveau de la Côte d'Ivoire, lorsqu'il faut mettre certaines actions du gouvernement en avant, c'est Gon Coulibaly qu'on présente. Quand il y a un événement, maintenant c'est lui on envoie sur le terrain. C'est lui qui est sur le terrain. C'est lui qui est la pré-campagne déjà en fait. Le parrainage de grandes rencontres en Côte d'Ivoire, c'est placé sous le parrainage de Gon Coulibaly. Donc on le met en vedette et vraiment, et ça a l'air de marcher, parce qu'en Côte d'Ivoire ça a l'air de marcher. Nous voyons que Ouattara est en train de préparer véritablement Gon Coulibaly pour vraiment prendre sa relève et faire un travail aussi assez remarquable par rapport à ce que lui aussi il a eu à faire en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est ça qu'il faut conseiller au président qui s'accroche dans le fauteuil, sur le fauteuil et qui sont dans le palais, ils ne veulent pas quitter. La grande pause, on va la marquer. On va forcément revenir sur la Côte d'Ivoire puisqu'on a un autre thème également sur ce même pays. À très vite.